Chers maîtres, chers confrères, chers consoeurs, permettez-moi de vous présenter une présentation sur l'apport de l'IRM dans le déficit en hormones de croissance chez l'enfant, portant sur 15 cas élucidés au service de pédiatrie de l'hôpital militaire de Rabat. Donc, le déficit en hormones de croissance est une cause rare de retard statural. L'IRM hypothalamo-hypophysaire permet d'identifier une anomalie de l'axe hypothalamo-hypophysaire et permet également d'en proposer une étiologie. L'objectif de cette étude est de corréler les atteintes radiologiques sur l'IRM aux manifestations cliniques et biologiques de déficit en GH chez les patients de notre série. Il s'agit en fait d'une étude rétrospective portant sur 15 cas qui ont été diagnostiqués au sein de notre service durant une période portant entre octobre 2007 au mois de décembre 2020. On a donc compté sur une fiche d'exploitation comme 6 juin. Alors, pour les résultats de notre série, on commence premièrement par l'observation de la petite Sarah, qui a été donc diagnostiquée à l'âge de 5 ans et 2 mois, avec un retard staturopondéral évalué à moins 4 dérivations standards. L'âge osseux chez cette petite était de 2 ans et demi, avec une IJF1 qui était très basse. Le test de stimulation à la L-DOPA était effondré, objectivant un déficit complet. L'évaluation de l'axe thyréotrope a objectivé une hypothyroïdie. L'axe corticotrope était par ailleurs normal. L'IRM hypothalamo-hypophysaire a objectivé chez la petite Sarah une selle turcique qui est vide. Cette patiente a été mise par ailleurs sous hormones de croissance et sous hormones thyroïdiennes. Celles-ci sont les images de cette petite, donc de l'IRM hypothalamo-hypophysaire, objectivant la selle turcique qui est vide sur des coupes coronales et sur des coupes sagittales. Donc, sur une durée de 12 mois, on a pu gagner chez cette patiente sous traitement par hormone de croissance 10 cm et sur une durée de 18 mois, on a pu donc gagner 6 cm. Pour les données épidémiologiques de notre étude, l'âge moyen des patients de notre série était de 7 ans et 6 mois, avec une prédominance de 67% chez des patients qui étaient âgés entre 5 et 15 ans. La prédominance sexuelle était essentiellement masculine pour 9 garçons pour 6 filles, soit un sexe ratio de 1,4. Le retard staturopondéral était chiffré à moins 2 dérivations standards et moins 4 dérivations standards en moyenne. Les principaux signes cliniques détectés chez les patients de notre série sont essentiellement un visage poupin, un front bombant, une chevelure lisse, un écartement mamelonnaire avec un trouble de la marche détecté chez un seul patient et un retard staturopondéral isolé pour 6 patients de notre série. Celles-ci sont les images de certains patients de notre série qui ont été donc évalués dans notre service. Le dosage de l'IGF-1 était effondré chez tous les patients de notre série avec une moyenne de 35 nanogrammes par litre. Le test de stimulation, quant à lui, était également effondré chez tous les patients de notre série sous L-DOPA, insuline ou glucagon. En plus de l'évaluation de l'axe somatotrope, l'évaluation de l'axe corticotrope a élucidé une cortisolémie qui était basse chez 20% des patients de notre série. L'axe thyréotrope était également atteint chez 4 patients de notre série, soit 26%. L'axe gonadotrope était également atteint chez 3 patients de notre série, tandis que le bilan de la maladie cœliaque était normal chez tous les patients de notre série. Le karyotype était réalisé chez 4 patientes, notamment à la recherche donc, du syndrome de Turner. Il était normal chez toutes ces patientes, réalisé uniquement chez un patient de sexe masculin qui avait un syndrome dysmorphique et objective une inversion péricentrique sur le chromosome 9 sans retentissement clinique. La différence entre l'âge osseux et l'âge chronologique était quand même importante, avec une moyenne de 4 ans et 8 mois pour l'âge osseux par rapport à un âge chronologique qui était en moyenne de 7 ans et 6 mois, objectivant l'importance du retard au moment du diagnostic. Sur le plan radiologique, les principales anomalies radiologiques sur l'IRM étaient essentiellement une selle turcique vide, une interruption de la tige pituitaire, arachnoïdocèle, ectopie post-hypophysaire, glande hypophyse atrophique, hypoplasie anté-hypophysaire et un cas de vacuité de la loge hypophysaire avec un syndrome de Kallmann objectivé chez une patiente âgée de 18 ans. Celles-ci sont en fait les images des IRM réalisées chez les patients de notre série en différentes coupes coronales et sagittales, objectivant les différentes lésions détectées. Tous les patients de notre série ont été mis sous hormones de croissance. Donc 4 ont été mis sous lévothyroxine, 3 mis sous hydrocortisone et 3 autres mis sous androgène.
Le déficit en GH est considéré depuis des années comme étant idiopathique. En 1987, Fujisawa et collaborateurs ont pu déceler grâce à l'IRM le syndrome de la tige pituitaire expliquant les déficits en GH retrouvés chez 40% des patients ayant un déficit complet en GH. Tel était le cas chez 4 patients de notre série. Arifa, qui a mené une étude sur l'apport de l'IRM hypothalamo-hypophysaire dans le diagnostic de l'insuffisance somatotrope étudié chez 100 enfants, a pu distinguer deux groupes qui ont pu être identifiés. Le groupe 1, avec une post-hypophyse ectopique retrouvée chez 20% des patients de cette série, d'origine vasculaire, traumatique ou génétique, avec une tige pituitaire qui était constamment absente ou hypoplasique moins de 3 mm, une antéhypophyse de hauteur de moins de 2 mm ou de petits volumes, associés à d'autres déficits hormonaux qui sont retrouvés, notamment chez 3 patients de notre série. Le groupe 2 était donc regroupé des patients qui avaient une post-hypophyse orthopique avec une tige pituitaire constamment présente et de morphologie normale. L'antéhypophyse pouvait être normale ou hypoplasique dans certains cas, avec un déficit qui était le plus souvent isolé dans 96% des cas de cette série. Le suivi biologique s'avérait nécessaire parce que l'atteinte hypophysaire pouvait se compléter tardivement. Cette étude affirme par ailleurs qu'il existe un rapport entre la hauteur hypophysaire et le niveau de l'hormone de croissance, plus l'hypophyse hypoplasique, plus le déficit en GH est donc important. En conclusion, l'IRM hypothalamo-hypophysaire est indispensable à la prise en charge de l'insuffisance somatotrope. Elle permet de confirmer le diagnostic, d'en préciser sa cause et définir les caractéristiques de déficit en GH. Certains auteurs disent que si l'IRM est normal, peut-être vaut mieux retarder de poser le diagnostic de déficit en GH, bien que les deux tests de stimulation à la L-DOPA, glucagon ou insuline soient normaux. Par ailleurs, l'IRM reste de loin meilleur que la TDM dans le suivi et la prise en charge du déficit en GH. Je vous remercie.